Enregistre. C'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire ayant pour thème la maladie de A à Z. Nous avons donc désactivé votre micro et votre webcam. Cependant, vous pourrez participer en posant vos questions avec la fonction Q et R qui se situe au niveau du bandeau en bas de votre écran. Pour celles et ceux dont on n'a pas eu en mail ou vu, nous vous souhaitons une très belle année 2025. Je me présente, je suis Jean-Michel Paul, chargé de la relation aux entreprises auprès de la CPM du Bas-Rhin. Je suis accompagné pour cette présentation de mon collègue Lionel Mulet. Donc, nous allons passer tout de suite à la premier thème. Donc, A comme arrêt de travail. Oui, parce que effectivement, on a plusieurs types de prescriptions médicales faites par le professionnel de santé. Donc, on peut avoir un arrêt maladie à temps plein ou alors à temps partiel. Ça peut être aussi un arrêt pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, une hospitalisation ou une cure thermale dont la prescription est faite par le professionnel de santé. L'arrêt, au niveau de la transmission des documents, ce qu'on aime bien, autant que vous que nous, la Caisse, c'est une transmission en dématérialisé. C'est-à-dire que le professionnel de santé, lui, il va nous envoyer directement en ligne l'arrêt maladie, ce qui évite, donc sous format papier, par exemple, le retard d'envoi de l'arrêt de travail ou carrément que nous, la Caisse, nous ne percevons pas ce document, donc cet arrêt de travail. Pour la cure, si la cure est effectuée sur prescription d'un arrêt de travail, votre salarié peut percevoir des indemnités sous condition. Et puis, ça peut être en cas d'hospitalisation, donc le bulletin de situation où il y a la date d'entrée et la date de sortie d'hospitalisation est à envoyer aussi à la caisse et à vous, employeur, donc dans les 48 heures suivant l'hospitalisation. Petit point d'attention, le volet 3 doit bien évidemment vous être adressé. Donc ici, c'est quelques chiffres pour vous montrer un peu la masse de documents qui sont traités par les deux caisses, caisse 68 et 67. Donc voilà, en 2024, en moyenne, donc par mois, celle du 68 a reçu environ 32 500 arrêts. Et puis nous, dans le Bas-Rhin, nous avons réceptionné environ un peu plus de 61 000 arrêts de travail. Concernant le taux dématérialisé, donc c'est les arrêts qui nous arrivent directement en ligne. En 2023, on avait à peu près 69%, donc une petite hausse du taux par rapport à 2022. Concernant les montants des indemnités journalières donc versées pour l'année 2023, on est aux alentours de 158 millions d'euros. Donc voilà, c'est pas rien. Et puis, à contrario, on a aussi un préjudice, soit effectivement que ça peut être un faux arrêt de travail ou autre, mais ça s'élève à un peu plus de 206 000 euros pour l'année 2023. Donc, par définition, l'assuré, lui, qui se trouve en arrêt de travail et donc dans l'incapacité physique d'exercer une activité salariée, il peut éventuellement prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie. Il peut prétendre pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit et qu'il ait une activité complètement interrompue. Ça veut dire que il peut pas faire aucune activité. Par exemple, le jardinage, c'est interdit. Aller faire ses courses, sauf si bien évidemment il réside seul, mais aller faire ses courses, c'est également interdit. Que son incapacité de travail soit médicalement constatée par un médecin, médecin traitant ou un médecin spécialisé. Donc, l'indemnisation débute à partir du jour où ces deux conditions sont simultanément remplies. Concernant les délais d'envoi,
Donc, l'assuré, votre salarié plutôt, en cas d'interruption de travail ou de prolongation de repos, doit adresser dans un délai de 2 jours, soit 48 heures, suivant la prescription, son avis d'arrêt de travail ou de prolongation. Dans le cas où il y a un premier manquement, la caisse lui envoie donc un courrier euh, donc à votre salarié pour le prévenir qu'au prochain manquement, au cours des 24 prochains mois, il encourt des sanctions financières. Si toutefois il ne respecte pas le délai d'envoi une seconde fois durant les 24 mois, suivant l'avertissement, une sanction peut être appliquée. Elle peut être, par exemple, la caisse peut s'octroyer le versement des indemnités journalières divisé par deux. À la- Donc, je vous prends un exemple. On a un arrêt de travail prescrit le 1er février 2023 jusqu'au 28 février 2023. La caisse reçoit l'arrêt le 22 février. La sanction s'applique donc du 1er au 7 février. Pourquoi? Mais parce que la caisse prend la date de réception de l'arrêt de travail et elle enlève 14 jours. Ce qui fait qu'il y aura une sanction dans l'exemple qu'on vient de citer, entre le 1er et le 7 février. En ce qui concerne les arrêts échus, une sanction à 100% peut être appliquée pour cette période. En effet, la Caisse donc, peut refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à cette période pendant laquelle son contrat aura été rendu impossible. C'est-à-dire que si votre salarié nous envoie son arrêt de travail après la prescription de l'arrêt, eh bien, le versement des indemnités journalières n'est pas octroyé à votre salarié. Le dernier jour de travail, ce qu'on appelle DJT, est le jour pris en compte pour déterminer le point de départ pour l'étude des droits de votre salarié par l'assurance maladie, mais aussi le calcul du montant de l'indemnité journalière ou le début de l'indemnisation. Un salarié va voir son médecin le soir, donc après sa journée de travail, l'arrêt débutera le lendemain. Si un salarié va voir son médecin l'après-midi, le matin, ben, il a travaillé et il ne se sent pas bien, il va voir son médecin donc l'après-midi, son arrêt débutera le jour même. De toute manière, dans ces deux cas cités, le dernier jour de travail sera le même. Concernant la durée de versement, la durée d'indemnisation d'un arrêt, par définition, est celle de l'arrêt prescrit, c'est-à-dire vous avez un arrêt initial plus éventuellement des prolongations. Pour les affections non individualisées, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 jours d'indemnité journalière au titre d'une ou plusieurs maladies dans une période quelconque, mais continue de 3 ans, c'est-à-dire de date à date. Dans le décompte, vous retrouvez donc la carence, les indemnités journalières en accident du travail, maternité, paternité, également pour un temps partiel thérapeutique ou lorsqu'il y a une affection longue durée. Notamment, alors justement, par rapport aux affections longue durée, l'assuré peut bénéficier des prestations en espèces pendant une durée maximale de 3 ans. Un nouveau délai de 3 ans peut être ouvert pour percevoir les indemnités journalières du moment que le salarié reprend son travail pendant une période continue d'au moins un an. Alors, l'octroi des indemnités journalières est subordonné à la constatation médicale de l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail. Par conséquent, cette prolongation d'un arrêt de travail succède directement à l'arrêt de travail initial. Depuis, et ça on en a déjà parlé, depuis le 1er septembre 2024, ces périodes non couvertes par une prescription de repos entre deux arrêts de travail sont indemnisées à zéro. Vous avez par exemple un salarié qui a un arrêt de travail, le premier se termine le 5, il va voir son médecin donc le lundi, il y a 48 heures qui se sont écoulées, donc le 6 et le 7 ne seront pas indemnisés par l'assurance maladie. Si il va voir son médecin donc le 9,
des 3 jours de carence seront appliqués parce qu'on est dans un délai supérieur à 48 heures. Donc, la notion de forclusion concernant le paiement des prestations de l'assurance maladie est de 2 ans et un trimestre en cours. Si vous ne demandez pas vos remboursements dans ce délai, vous perdez définitivement le droit d'être indemnisé. Toute demande tardive implique une vérification de l'historique par la caisse, ce qui implique un délai de traitement plus important. Alors, lorsqu'il y a une interruption des indemnités journalières, celle-ci s'effectue dans le cas où votre salarié reprend son travail avant la fin de l'arrêt, sur une décision d'ordre médical, par exemple, il est convoqué au service médical, mais il ne se présente pas, son attitude ou sa pathologie est stabilisée, donc le médecin conseil euh, fait, comment dire, arrête, nous demande à la caisse donc l'arrêt des indemnités journalières. Ça peut être aussi tout arrêt de travail prescrit dans les 10 jours francs suivant une décision de suspension des indemnités journalières qui est soumise à l'avis du médecin conseil de l'assurance maladie, ou dans le cas où un refus administratif a été notifié à l'assuré, c'est-à-dire, par exemple, lors d'une absence d'ouverture des droits au-delà de 6 mois. On va parler de la liquidation unique. Donc, lorsqu'il y a une nouvelle embauche au cours de la période de référence, il y a donc rétablissement de salaire pour le seul mois de l'embauche. On le voit dans l'exemple, on a au mois de juin, juillet, août. Donc au mois de août, on a une nouvelle embauche. Les mois de votre salarié est donc en arrêt à cette période-là. Donc, le mois de juin, juillet, bah, vous ne savez pas ce qu'il a fait, hein. Donc, c'est à zéro et il n'y a pas de rétablissement de salaire. Par contre, lors du mois d'embauche, effectivement, vous allez indiquer le salaire établi. Et le salaire établi, c'est ce qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé le mois entier. Une embauche au cours du mois de l'arrêt, les 3 mois de référence n'ayant pas été réalisés au sein de votre entreprise, il convient de les renseigner et surtout d'indiquer les lignes à zéro. De même, pour le nombre d'heures travaillées, nous réclamons à l'assuré des pièces complémentaires, c'est-à-dire qu'on va lui demander ses bulletins de salaire concernant cette période. Le mode de calcul de l'indemnité journalière, donc lui, les indemnités journalières donc, sont plafonnées à 53,31 € et ce depuis le 1er janvier 2025. Donc le gain journalier de base, bah, lui, il se calcule de la façon suivante, hein, comme vous voyez à l'écran. On prend les 3 derniers salaires bruts, donc les 3 mois précédant l'arrêt, qui sont soumis à cotisation, et on le divise par un coefficient de 91,25. Ensuite, l'indemnité journalière brute, lui, il est calculé par rapport donc, au gain journalier de base, et on le divise par 2. Ensuite, l'indemnité journalière, donc nette servie au destinataire. Donc ça, soit que vous faites de la subrogation, donc c'est à vous qui êtes versé, à vous employeur, ou alors il n'y a pas de subrogation et on le verse directement au salarié. N'oubliez pas qu'il y a une déduction faite de la CSG et de la CRDS. Le mode de calcul, donc, pour une activité discontinue, on parle par exemple de personnes en intérim. Donc là, on ne prend plus les 3 mois précédents, mais on va prendre les 12 derniers salaires bruts soumis à cotisation. On va plus diviser par le coefficient 91,25, mais par 365 jours. Et puis, même chose pour calculer l'indemnité journalière brute. Donc, ça sera le gain journalier brut obtenu précédemment divisé par 2. Et également, il faut prendre en compte la CSG et la CRDS qui sera soustrait des indemnités journalières. Les obligations de votre salarié, lorsqu'il a un arrêt de travail, il doit, donc dans les 48 heures, envoyer son arrêt de travail, le volet 1 et 2,
donc à sa caisse d'affiliation. À vous, employeur, il doit vous envoyer le volet 3. Il doit aussi se conformer au contrôle organisé par le service médical. Il doit, on l'a vu tout à l'heure, hein, s'abstenir de toute activité non autorisée. Alors, ce qu'on appelle activité non autorisée, ben, c'est par exemple du jardinage. Si toutefois le médecin prescripteur, donc, euh, lui, par rapport à sa pathologie, doit indiquer le sport, par exemple, s'il peut faire du sport, il doit indiquer le sport réellement qu'il doit faire sur l'arrêt de travail, c'est-à-dire autorisé à faire du sport. C'est pas factuel. Par exemple, faire de la marche. Oui, ça c'est factuel. Et ça, il doit l'indiquer. Toute autre activité qui n'est pas inscrite sur l'arrêt de travail n'est pas autorisée. Il doit également respecter les heures de sortie autorisées par le praticien. Donc, on a deux types, hein. On a les heures de sortie normales. Donc, c'est de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures où effectivement il doit être présent à son domicile. Il peut y avoir aussi des heures de sortie illimitées. Donc là, il n'y a pas de respect des heures par rapport à son arrêt de travail. Il doit observer les prescriptions du praticien et puis ne pas quitter la circonscription de la caisse sans accord. Concernant l'ouverture des droits, ça c'est pour bénéficier des indemnités journalières. Donc le salarié doit avoir effectué 150 heures de travail ou équivalent au cours des 3 mois civils précédant l'interruption de travail. Si c'est une activité régulière, ben nous, on va regarder si il a effectué 600 heures au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Concernant son affiliation, il doit être personnellement affilié sur les 12 mois précédents à la date de l'interruption de travail. Il s'agit des périodes d'affiliation, bien évidemment, à titre personnel et non en qualité d'ayant droit. Il doit aussi avoir effectué 600 heures de travail salarié ou équivalent au coût d'un 12 mois civil ou des 365 jours consécutifs précédant la date d'interruption de travail. En cas de reprise anticipée, ne pas oublier donc de prévenir rapidement la caisse en transmettant une attestation de reprise. Donc, vous faites soit par un signalement DSN, soit une attestation nette entreprise. Alors, c'est très important parce que ça évite que la caisse envoie un indu. Dans tous les cas, ben, il faut bien alimenter la date de reprise dans la DSN mensuelle pour éviter l'envoi d'une attestation d'ouverture des droits de plus de 6 mois, qui, par la DSN, arrive au bout de 4 mois et qui sera effectivement un document inutile dans ce cas-là. Et en cas de reprise de moins de 48 heures, paiement à zéro, mais application d'un nouveau délai de carence. Donc, les salaires pris en compte pour un mois complètement réalisé sont les salaires bruts soumis à cotisation. En DSN, le salaire remonté doit être donc encodé dans la partie rémunération brute non plafonnée. Et ça, ces éléments-là, vous retrouvez notamment sur la ligne sécurité sociale, maladie, maternité, invalidité, décès. Et pour un AT, c'est indiqué sur la ligne maladie professionnelle. Donc en DSN, la complétude de la rubrique salaire établi reconstitué est obligatoire, même si le salarié n'a pas été absent. Une comparaison est effectuée par le système. Si le montant du salaire établi déclaré est plus important, l'attestation de salaire reconstituée mentionnera ce montant dans la colonne correspondant au salaire établi et un motif d'absence figurera soit en absence autorisée, soit avec un code nouvelle embauche selon le cas. Donc, quand signaler un arrêt de travail en DSL? Ben, dès que vous en avez connaissance, c'est-à-dire des réceptions d'un arrêt de travail initial d'au moins un jour. Et là, c'est le volet 3 que votre salarié doit vous fournir. À chaque changement de risque, que ce soit de la maladie,
de la maternité ou si vous ne subrogez pas dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt, sinon au fil de l'eau. Les salaires qui sont pris en compte pour un mois complètement réalisé sont les salaires bruts soumis à cotisation. Donc, quand signaler un arrêt de travail en DSIJ, c'est-à-dire sur Net Entreprise, même chose qu'en DSN, c'est à réception d'un arrêt de travail initial d'au moins un jour et à chaque changement de risque, dans le cas d'un signalement DSN à rectifier, il faut faire une attestation rectificative. Donc ça, sur Net Entreprise, ne pas oublier de cocher cette fameuse case, attestation rectificative. Lors du signalement d'arrêt de travail en DSN, il faut cocher la case subrogation si vous faites un maintien de salaire, renseigner la date de début et d'arrêt, indiquer en date de fin la date maximale prévue par la convention collective, accord de branche, et vérifier l'IBAN paramétré. Petite précision pour la subrogation, n'indiquez pas une subrogation par rapport au temps de l'arrêt de travail. Mais ce qu'on vous préconise, c'est de mettre une subrogation le plus loin possible correspondant à votre convention collective. Parce que tout simplement, si vous mettez une subrogation pour l'arrêt initial et qu'il y a une prolongation, et que vous ne refaites pas une attestation de salaire, ça veut dire que nous, on va payer l'arrêt initial directement à vous, employeur, et ensuite la prolongation sera directement versée aux salariés. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'indiquer une date de fin par rapport à la convention collective et le plus loin possible. Donc, lors de la saisie sur Net Entreprise, eh bien, là, vous allez cocher la case subrogation. Même chose, hein, vous renseignez les dates maximales prévues par la convention collective. Et puis, il faudra indiquer l'IBAN via la Net Entreprise. Comme type de contrôle qui sont opérés, donc c'est les arrêts itératifs, les assurés ayant totalisé sur les 12 mois au moins 3 arrêts inférieurs à 15 jours reçoivent donc un courrier de sensibilisation. Ils peuvent faire l'objet d'une convocation de la part du service médical à l'occasion de l'arrêt. On a vu tout à l'heure que si toutefois il ne s'en rend pas à cette convocation, les indemnités journalières peuvent être interrompues. Les contrôles du service médical, donc l'assuré peut être convoqué à n'importe quel moment par le médecin conseil, qui doit se rendre disponible, qui l'examinera et prendra une décision de poursuite d'arrêt ou d'inaptitude, ou d'aptitude, pardon. Un courrier sera notifié à l'assuré ainsi qu'une copie qui vous sera adressée à vous, employeur, en cas de subrogation. Un petit rappel, hein, si le salarié ne se présente pas au contrôle, l'assuré donc s'expose au risque d'une suspension des indemnités journalières à compter du jour où il ne s'est pas présenté. Signalement par les entreprises, donc en cas d'interrogation sur le bien fondé d'un arrêt de travail, donc la demande doit impérativement comporter les éléments suivants: un descriptif clair, précis et concis de la demande, le numéro de sécurité sociale, la copie lisible du volet 3 de l'arrêt de travail et tout justificatif motivant votre demande de contrôle qui doit être adressée à la caisse de rattachement du salarié. Donc ici, vous avez les deux adresses hein, par voie postale, donc celle de Strasbourg et celle de Mulhouse. Vous avez aussi les deux courriels dont vous pouvez adresser vos demandes auprès du service médical. Vous, en tant qu'employeur, êtes informé par le service médical de la prise en compte de sa demande et celui-ci émet ensuite un avis à l'intention du service administratif. Alors, ce qu'on attend par service administratif, c'est la caisse. Puisque oui, pour rappel, la caisse suit toutes les décisions du service médical. Le contrôle qui est effectué par un médecin mandaté par l'entreprise, donc ce médecin va contrôler l'arrêt de travail de l'assuré et s'il conclut que cet arrêt n'est pas médicalement justifié, le service médical peut éventuellement suspendre le versement des indemnités journalières sans avoir à convoquer l'assuré.
Pour que les conclusions d'une contre-visite effectuée par un médecin à la demande d'un employeur soient recevables par le service médical, il est nécessaire que le rapport du médecin contrôleur soit transmis au service médical dans un délai de 48 heures. Précise aussi que si celui-ci ou non a procédé à un examen de l'assuré. Par rapport au relevé des indemnités journalières, si vous voyez des lignes apparaître à zéro, ça veut dire que le week-end n'a pas été couvert par une prescription médicale. Nous l'avons vu tout à l'heure avec l'exemple que j'ai cité. Vous avez un salarié qui est en arrêt le 1 au 5. Si effectivement il y va le 7, pardon, le 8, le 6 et le 7 n'est pas couvert par une prescription médicale, donc les lignes vont apparaître à zéro. Ça peut être aussi par le fait que votre salarié a atteint les 360 jours d'indemnité journalière, donc ça veut dire qu'il n'a plus de droit ouvert pour prétendre aux indemnités journalières. Ça peut aussi faire référence à une sanction qui est appliquée à 100%. Par exemple, non-respect du délai d'envoi de l'arrêt de travail, euh, séjour hors circonscription refusé mais maintenu. Dans tous les cas, il y a un courrier d'information qui est envoyé, qui vous est envoyé, sans préciser le motif, puisque effectivement, c'est une décision qui vient du service médical et donc il y a le secret médical qui s'opère. Ça peut être aussi dans le cas où il y a un oubli, donc réclamer le document par la plateforme téléphonique qui est le 36 79. Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire.